Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel éclairage et comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'arrêter aujourd'hui sur un sujet très important qui est le cas de Trump et surtout la tentative de destitution qui a lieu aux États-Unis contre lui et d'analyser avec aujourd'hui Sébastien et avec Jacques Cheminade si cette tentative de destitution est un coup d'État. Alors Jacques, est-ce que tu penses que ce qui se passe aujourd'hui contre Trump, la mobilisation de l'État profond des démocrates contre lui, est un coup d'État pour le déstabiliser? Oui, c'est un coup d'État de ce qu'on appelle l'État profond, qui est en fait la communauté du renseignement anglo-américaine liée à Wall Street et à la City. C'est ça l'État profond, il faut le nommer pour ce qu'il est. Pourquoi Trump gêne tellement? Alors, en Europe, dans la presse, on se fixe sur sa personnalité. On ne voit pas le rôle qu'il joue. Alors, il faut bien voir ce rôle par rapport à trois choses qui sont à l'aplomb de la crise mondiale. La première, c'est la crise financière. Quand la Réserve fédérale de New York balance 120 milliards au jour le jour, chaque jour, plus 60 milliards par mois, on ne dit pas c'est l'allègement quantitatif, mais c'est le rachat de bons du trésor à court et moyen terme. Quand ensuite, on voit les peuples du monde se soulever. Partout. Partout. Et chacun peut-être pour des raisons qui ne sont pas exactement les mêmes, mais c'est un soulèvement contre l'austérité sociale, d'une part, et évidemment, ce qui dicte l'austérité sociale, la dictature financière. Et enfin, il y a une crise à l'intérieur du monde occidental, c'est la fin du monopole occidental sur les affaires du monde, et c'est à l'intersection de ces trois choses qu'il faut voir le cas Trump, et pas autrement. Mais c'est aussi dans sa politique étrangère, parce qu'en fait, il y a cette politique en Syrie qui fait pas mal polémique, aussi dans les médias occidentaux. Et bon, les derniers événements avec al-Baghdadi, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Comment tu vois ça? Dans les médias occidentaux, on dit on a laissé tomber nos alliés kurdes, c'est les Kurdes qui se sont battus sur le terrain, ils ont fait énormément de sacrifices, et puis maintenant, on les laisse tomber. Alors, il faut bien voir les choses en Syrie. La situation en Syrie a été provoquée par une politique occidentale en général, qui a été une politique de diviser pour régner dans tout Moyen-Orient. Et il y a des précédents britanniques qu'on peut mentionner à tort, à travers et en détail, mais c'est cela. Tu parles particulièrement des Kurdes, là, ou pas seulement? Je suis en train de parler des Kurdes, je suis en train de parler de tout là. Les Kurdes ont toujours été manipulés et ont essayé, on leur avait promis un État en 1923, on ne leur a pas donné, et depuis, il y a ces Kurdes qui sont en Irak, en Syrie, en Iran, et en Turquie aussi. En Turquie, bien sûr, c'est là où il y a la majorité, mais aussi dans d'autres États. Donc, ces Kurdes, qu'est-ce qui s'est passé avec l'accord qu'a passé Trump? L'invasion turque est arrêtée. Les forces de Damas, l'armée de Damas, occupera la frontière entre la Turquie et la zone kurde de la Syrie. Sur un territoire de 32 km en retrait, les forces kurdes et les forces démocratiques syriennes, ce n'est pas exactement la même chose, se retireront. Donc, on atteint un certain apaisement. Maintenant, il s'agit de voir, sur cet apaisement, dans quelles conditions on pourra le transformer en paix durable. Alors on peut dire, c'est très bien, les soldats américains viendront chez eux, ils sont sauvés. Mais il faut aller beaucoup plus loin, il faut faire de la Syrie un exemple de développement économique créé par tous les pays qui ont été impliqués dans ce conflit, y compris les États-Unis et la Russie. Ça pose la question de la reconstruction. Et la Chine. La Chine l'a promis, il faut faire la reconstruction de la Syrie qui doit être un exemple. Alors, Lyndon LaRouche avait dit à la chute du mur, Lyndon LaRouche, notre ami américain, avait dit à la chute du mur, la Pologne doit être un exemple de développement. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas rayonné après la chute du mur sur tous les pays de l'Est, et on a la crise qu'on peut voir aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut bien voir avec l'affaire syrienne. C'est que le 9 octobre, dans sa conférence de presse, Trump a attaqué le complexe militaro-industriel, reprenant les mots d'Eisenhower en 1961. C'est-à-dire, c'est considérable, c'est aller contre toutes les présidences précédentes depuis, disons, Truman, pratiquement. Ça, il pratique une autre politique. Donc c'est extrêmement intéressant et ça a un sens très profond, cela. Alors, en fonction de cela, sa politique syrienne, c'est comme ça qu'il faut la voir, dans la continuité, ou disons, à partir de ce principe. Alors, ensuite, il y a ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'élimination d'al-Baghdadi, dont tout le monde a parlé. Oui, c'est pas... Ce qui est très intéressant,
c'est deux choses. C'est que c'est dans ce contexte d'une certaine entente entre différents pays dans la région. Ce qu'a dit Trump est très intéressant de ce point de vue-là. J'ai les citations exactes ici, parce qu'il y a beaucoup de citations inexactes sur ce qu'a dit Trump. Il a dit « Ce raid a été impeccable et n'a pu avoir lieu qu'avec l'aide et la connaissance d'un certain nombre de pays et de personnes. Je veux remercier la Russie, la Turquie, la Syrie et l'Irak, et je veux aussi remercier les Kurdes syriens pour une certaine aide qu'ils nous ont fournie. » Donc, c'est une politique d'ensemble, et ça, on ne le voit pas du tout dans la presse européenne, ou très peu. Ce que j'allais dire, au-delà des cris d'orfraie de l'Occident, on peut dire que la situation syrienne aujourd'hui est clairement à l'apaisement, avec tous les partis qui se mettent d'accord pour régler le Et vous problème. voyez, on peut... La presse, les médias et certains hommes politiques peuvent pleurer sur le sort des Kurdes, mais c'est eux qui ont mis les Kurdes dans cette situation et qui les ont manipulés, utilisés. Et puis les Kurdes, c'est connu, historiquement, ne sont pas non plus des enfants de cœur. Hein. Ce qui embête les néoconservateurs là, c'est qu'en fait Trump laisse aussi la place à la Russie pour prendre, disons, beaucoup plus les initiatives pour apaiser les choses. Les pays occidentaux, par leur politique, disons, qui était sans principe dans le Proche-Orient, sans fin, divisé pour gagner et contrôlé, ont ouvert la porte à Poutine. Et Poutine apparaît comme le stratège qui a réussi à créer les conditions de cette paix. Et il faut voir que toutes les attaques contre Trump, c'est parce que il risque de s'entendre avec la Russie, il risque de s'entendre avec la Chine, et ça, l'oligarchie financière ne le veut absolument pas. On a un paradoxe énorme où tous les gens qui se plaignaient de la politique de va-t-en-guerre, que les Américains sont les gendarmes du monde, aujourd'hui sont tous contre Trump parce qu'il fait exactement la politique de retrait des troupes. C'est-à-dire que on a toute la gauche démocrate qui s'oppose au retrait des troupes américaines en Syrie, ce qui est un paradoxe. C'est ce qu'ont dit quelques démocrates. On peut citer Tulsi Gabbard, mais aussi il y en a d'autres qui ont dit il y en a quelques-uns. Mais où sont les partisans de la paix ? Bah oui. C'est Trump qui fait la paix. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et en effet, il faut le voir de cette façon. C'est un paradoxe. Et une de ces choses qui se produisent parfois dans l'histoire, où de façon inattendue, le changement vient de quelque chose qu'on n'attendait pas. D'ailleurs, c'est clair qu'aux élections présidentielle où Trump a été élu, c'est Hillary Clinton qui a été battue. Parce qu'on savait bien qu'elle voulait une politique de va-t-en-guerre, une zone d'exclusivité aérienne en Syrie, etc. Et là, justement, on sait au moins que les hélicoptères américains qui ont été procédés à l'élimination d'al-Baghdadi ont survolé la Turquie et probablement une zone sous contrôle aussi russe. Donc il y a eu cette coopération. Avec l'accord des Russes. Avec l'accord des Russes. Oui, on se rappelle tous d'Hillary Clinton parler de Kadhafi en disant on est venu, on l'a vu, on l'a tué, comme si c'était tout à fait normal. Et le pire, avec une certaine jouissance. Avec une certaine jouissance, faut le dire. Ouais. Par rapport à toute cette situation, le paradoxe qu'on pose là nous amène à ce paradoxe que les démocrates aujourd'hui sont tout vent debout pour destituer Trump. Et là, on est en train de parler d'un coup d'État. Alors, je ne sais pas si tu peux détailler là-dessus. C'est le coup d'État des services de renseignement américains, des médias qui leur sont associés, et l'oligarchie financière anglo-américaine. Et certains éléments, disons, étranges pour le moins, dans le domaine militaire américain. On les a appelés les tordeurs de cuillère, c'est les gens qui croyaient à distance. Tous ces gens-là sont alliés contre Trump. Alors ça ne veut pas dire, ici, ce que je dis, ça ne veut pas dire que je suis un admirateur passionné de Trump. Non. Mais il faut situer son rôle et ce qu'il fait dans l'histoire comme il doit l'être. Et après, je dirais ce qu'il faut faire de beaucoup plus et quelle est sa vulnérabilité. Mais dis-nous, parce que là, on parle du cas de la tentative de destitution de Trump aux États-Unis. En France, on en parle très peu. Enfin, il y a quelques articles ici ou là, mais je crois que les gens ne comprennent pas pourquoi on essaie de destituer Trump. D'où, sur quelle base, par où ça commence et comment c'est parti. Ah, ça a commencé très tôt. Dès qu'il a annoncé, ou dès qu'on a su qu'il allait être candidat. Dès qu'il a annoncé sa candidature. Oui, déjà avant. Très tôt. Avec toute une série de personnages qui sont associés à tout ce qui avait été fait contre Lyndon LaRouche en son temps. Donc, pourquoi ? Parce qu'un point commun entre LaRouche et Trump, et c'est le point commun politique, c'est que tous les deux voulaient une entente, une détente, une coopération à l'international. Et ça, l'oligarchie ne le veut pas. Elle veut être entièrement dans une situation de guerre, constante, continue, permanente. C'est la vision anglaise. Anglaise. Pas des peuples anglais, bien sûr. Mais c'est la vision anglo-saxonne. De ce qui domine l'Angleterre au niveau financier et politique. Alors, Trump, pour ça, est attaqué d'abord avec l'affaire du Russiagate. C'est un flop total. Il n'y a pas de Russiagate.
Oui, ça a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans. C'est tout le début de son Et mandat. toute la presse européenne disait oui, on trouvera des choses, Ça- oui, c'est vrai, oui, ceci, oui, cela. Ça fait flop. Mueller, Ouais, qui est ça. le pire ennemi de Trump, n'a rien trouvé du tout. Bah, c'est d'ailleurs Il a simplement dit il y a peut-être des choses qui créent un doute. sa comparution Bon. a été un flop total. Hein, Sa comparution, il a été très médiocre en plus dans sa comparution. Robert Mueller, c'est l'homme qui avait attaqué Lyndon LaRouche c'est au ça. départ, il faut encore une fois le rappeler. Ouais. Après, il y a eu toute une série de personnages des services de renseignement. Comey, FBI, Brennan, CIA, Clapper, National Security Agency, c'est-à-dire la sécurité nationale américaine. Tous ces gens-là, et les services de renseignement de la défense aussi, tous ces gens-là se sont alliés parce que Trump représentait pour eux ce qu'on appelle là-bas un maverick, c'est-à-dire quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance, il ne pratiquera pas notre politique telle qu'on la voudrait. Alors, Trump, on pourrait imaginer personnellement un autre type de personnage, mais il se trouve que c'est lui. Oui. Et c'est lui qui fait cette politique différente, qui met en cause le complexe militaro-industriel, encore une fois, qui essaye de faire une paix dans le monde, une politique de détente avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde, avec l'ensemble des pays du monde. Modi a eu dans le Texas une grande manifestation avec Trump. Donc il y a chez Trump cette intuition, il a une intuition qui est juste, il n'a pas des idées, il n'a pas un approfondissement des choses, il n'a pas une vision stratégique profonde, mais il a une sorte d'instinct qui le fait porter vers la paix et vers une politique qui permette à la classe ouvrière américaine d'avoir une meilleure vie. Ça, c'est, disons, la raison pour laquelle Trump est attaqué. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, il y a un effet boomerang contre ceux qui l'attaquent. Oui, parce que c'est ça, il y a les enquêtes pour véritablement vérifier ces informations qui se retournent contre ceux qui ont proféré les accusations contre Trump. Oui, parce que Ça. maintenant, William Barr, qui est le procureur général des États-Unis, et le procureur général du Connecticut, Durham, les deux, ont droit à une enquête au criminel. C'est-à-dire Ça veut qu'ils dire peuvent quoi? aller auprès des services américains, tous ceux que je mentionnais, D'accord. et dire donnez-nous les documents, témoignez sur ce que vous avez fait. Ils peuvent tout Et obtenir, Comey, d'accord. et Clapper, et Brennan devront tous, et permettez-moi de le dire, passer à la casserole. C'est-à-dire qu'ils devront témoigner sur ce qu'ils savent. Et il y a ces doubles enquêtes. Après, il y a Horowitz. Horowitz, qui est l'inspecteur général du ministère de la Justice, qui va publier un rapport, il a dit qu'il est absolument prêt, sur toutes les interférences qu'il y a eu contre Trump. Et enfin, il y a l'affaire Flynn, où Michael Flynn, oui. Michael Flynn Ouais. avait dénoncé sous la présidence Obama le fait qu'il était directeur de la sécurité nationale, de la défse. De l'agence de renseignement de la défense. DIA. Il avait dit, la DIA, il avait dit, voilà, il y a certaines forces, certains personnages aux États-Unis qui favorisent Daesh et qui jouent de curieux jeux au Proche et Moyen-Orient. Je rappelle que c'est le moment où Laurent Fabius avait dit que la force Al-Nosra ferait un très bon travail pour nous là-bas. Donc il y avait ce centre de Terrorisme modéré. terrorisme modéré, ce genre d'échange transatlantique. Et l'élimination d'Al-Baghdadi, ça met une fin à cela. Ouais. Donc il y a ces trois cas, et le cas de Flynn est particulier, parce que Clapper avait communiqué à un journaliste du Washington Post des allégations fausses contre Flynn pour le faire tomber, Qui l'a forcé à démissionner. et David Ignatius a publié ces choses immédiatement après dans le Washington Post. Donc tout ça sort aux États-Unis. Et- C'est un- Et la presse européenne c'est- soit décontenancée, soit ces tuyaux qui viennent des États-Unis lui apparaissent maintenant pas aussi purs qu'elle le pensait. Ils comprennent Et pas les moins- paradoxes. Moins bien payés, ne comprennent pas les paradoxes. Et là, ce que, dans ce programme, nous voulons présenter, c'est ce paradoxe que Trump représente des forces de paix. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais il représente ces forces de c'est paix un- et de détente, d'entente et de coopération. C'est un peu le paradoxe aussi par rapport disons, au récit des médias occidentaux qui ont toujours fait des éloges en général d'Obama. Et là, ce que tu décris, c'est un peu des énormes casseroles, voire des marmites derrière Obama et ce qu'on appelle Oui, l'État maintenant on profond. sait aux États-Unis qu'Obama a trempé dans tout ça. ouais. James Clapper, Justement, comme disent nos amis américains, l'a jeté sur le bus Oui. en disant oui, moi je fais des enquêtes, c'est peut-être quelque chose qui, du point de vue de la morale, qui, du point de vue Sont de l'éthique, qui, du répréhensibles. point de vue de la loi, était répréhensible, mais c'est Obama qui m'avait dit de le faire. Ouais, on m'a dit. Donc voilà, Obama est mis en Chauffe. accusation, littéralement, par Clapper, Oui. qui était
ils sont, disons, la personne qui devait le servir. Alors revenons, parce que bon, il y a eu l'affaire de Russiagate. Pendant 2 ans, on a essayé de destituer Trump sur le fait qu'il aurait été soutenu par la Russie, ce qui est un aveu de faiblesse pour les États-Unis, comme si la Russie pouvait changer un scrutin aux États-Unis. Bon, Oui, c'est un paradoxe. c'est donner une force à la Russie qu'elle n'a évidemment Ouais, bon, pas. bref, et c'est un aveu de faiblesse, mais ça c'est autre chose. Donc ça fait flop. Mais là, il y a une nouvelle affaire qui fait que les démocrates et ce deep state... L'Ukraine Gate. Voilà, l'Ukraine Gate. Parce que c'est ça la base de la destitution nouvelle qu'on essaie de lancer contre Trump, ce coup d'État dont on parle aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux donner un petit peu des éléments? Parce que c'est pareil, cette Ukraine Gate, c'est super compliqué pour la plupart des gens. Pour simplifier les choses, on va simplifier un peu. Ouais. il faut comprendre que certaines forces aux États-Unis, au département d'État, à Wall Street, voulaient provoquer une rupture entre l'Ukraine et la Russie. C'est ça. Et elles ont organisé les événements de Maïdan, dans lesquels Victoria Nuland a eu un très grand rôle, avec quelqu'un qui s'appelle Alexandre Taylor, et d'autres personnages, ambassadeurs américains là-bas. D'ailleurs, on renvoie vers une vidéo sur ce sujet qu'on avait fait il y a très longtemps au début pour dénoncer le coup d'État de Maïdan, que vous pourrez retrouver dans les qui ont soutenu des nazis ou des néo-nazis comme Stepan Bandera. Ouais. Les bandéristes qui avaient collaboré avec Hitler ont été récupérés par les services américains et anglais après la guerre. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc les Russes, quand ils disent cela, ont raison de le dire. Ils n'ont pas raison sur tout, mais sur ça, oui. Donc, il y a cela, il y a ce milieu-là. Et dans ce milieu-là, le fils de Joe Biden, qui est le candidat, évidemment, qu'on disait en tête chez les démocrates, et qui n'est plus maintenant, son fils avait trempé dans une affaire avec une société ukrainienne, disons... plus que douteuse, et il gagnait, étant tout à fait incompétent sur l'Ukraine, sur les affaires, sur quoi que ce soit, $50 000 par mois. Donc, il avait été mentionné. Et maintenant, Trump demande à Zelensky, au nouvel élu, est-ce qu'on pourrait poursuivre cette enquête? Alors tout le monde dit c'est épouvantable, un président ne devrait jamais faire ça. Quelqu'un qui n'était même pas à l'écoute de la conversation, mais qui avait eu une rumeur sur cette conversation, va dénoncer le contenu de cette conversation en disant Trump a promis de donner une aide, je crois c'est $400 millions à l'Ukraine, si on poursuit le fils de Biden pour porter atteinte au candidat qui serait son opposant. Alors, je crois que de toute façon, Trump aurait intérêt à ce que Biden soit candidat, vu la personnalité et la médiocrité de Biden. Mais ça, c'est notre affaire. Mais là, évidemment, il demande de poursuivre une enquête. Et cet argent, on dit, bon, il est arrivé après, ou on ne sait pas, mais en tout cas, il est arrivé à l'Ukraine. Et donc, Biden était vice-président avant aussi. Et Biden était vice-président quand s'organisaient toutes ces affaires en Ukraine avec Victoria Nuland et les autres, hein, et qu'on finançait les forces soi-disant démocratique, qui en fait était une démocratie à croix gammée au mode ukrainien, hein, qui est une version de la croix gammée. Croix gammée modérée. Croix gammée modérée, nationale, je sais pas quoi. Donc voilà. Et c'est dans tout ça qu'on est aujourd'hui. Et l'Ukraine Gate ne peut pas réussir parce que c'est une prérogative du président de parler de ses affaires. Et on est en train de s'immiscer dans la prérogative d'un système constitutionnel où il y a la séparation des pouvoirs, ce qu'on appelle les checks and balances. Et là, on s'immisce dans quelque chose qui est absolument invraisemblable. Et beaucoup de démocrates le disent. Même certains disent, mais qu'on fasse campagne sur les retraites, qu'on fasse campagne sur les salaires, qu'on fasse campagne sur l'aménagement du territoire aux États-Unis, et pas sur ces histoires-là. Ouais. Et c'est quand même les mêmes démocrates qui, quand il y avait Clinton, justement s'opposaient à toute la procédure de destitution de Bill Clinton, qui à l'époque appelait à une nouvelle architecture économique. Oui, donc... c'est-à-dire que c'est ça des paradoxes à comprendre, et c'est aussi. difficile pour un auditoire français qui est habitué au parti, la droite, la gauche. Bon, il commence à se déshabituer. Oui, ça se désintoxe pas mal. Ça vient de se décanter. Mais en réalité, Clinton était attaqué pour les mêmes raisons que Trump est attaqué. Parce que Clinton voulait une nouvelle architecture du système financier et monétaire international, il l'avait dit, et à cette époque-là, Lyndon LaRouche l'avait soutenu, et il disait il faut sortir de cet ordre de dictature financière qui règne dans le monde. C'était une époque où il y avait la crise financière, LTCM et tout. Oui, il y avait toutes les crises de 98. C'est ça. Et à ce moment-là, évidemment, on lui balance l'affaire Lewinsky dans les gencives. Et tout le monde se fixe sur des taches sur le manteau de Monica Lewinsky. C'est ridicule, on infantilise les peuples. On infantilise les peuples de cette façon, au lieu d'élever le débat et de créer une solution où les citoyens peuvent avoir vraiment un jugement sur les affaires les plus importantes qui les concernent. Là, on les rabaisse. Surtout que Bill Clinton, où on a eu l'exemple de Strauss-Kahn en France, c'était pas leur première aventure extra-conjugale. Alors,
on le sait aujourd'hui, mais on les utilise pour les faire tomber, en fait. Oui, on ne les a pas utilisés contre Chirac, qui en a eu probablement Oui. autant. On les a tous, Kennedy. Donc, c'est pas ça qui fait la politique. Bien sûr. C'est un élément peut-être moral. Et moi, je dirais, si j'avais été Hillary Clinton, j'aurais donné une paire de gifles peut-être à Bill Clinton, ou au moins j'aurais engueulé puissamment. Mais c'est pas une affaire directement politique. Bien sûr, bah oui. Et c'est toute cette affaire de corruption et de mœurs. C'est comme l'affaire Epstein. Qui était Epstein? Epstein est l'agence de renseignement américain. C'est ça, Epstein. La vraie situation d'Epstein. C'est pas qu'il a pu faire toutes les atrocités qu'il a commises. Il était protégé. Bien sûr. Bah oui. Parce que toutes les questions, vous voyez, tu vois, justement superficielles, qui sont notamment d'infantiliser les gens, c'est fait pour pas amener les vraies questions. Et moi, je voulais revenir sur cette implication de Robert Mueller, qui était aussi impliqué dans l'affaire Larouche. Et il y a cet autre personnage qui est William Weld, qui est notamment en fait une personne qui est en fait le procureur des États-Unis du Massachusetts. Il est anciennement procureur des États-Unis du Massachusetts. Il a été aussi gouverneur dans le Massachusetts. Et au ministère de la Justice. C'est là qu'il a attaqué Larouche sous Reagan. Voilà, et ce bonhomme-là s'attaque actuellement à Trump. Je ne sais pas si tu veux en parler, parce que c'est... Oui, en 2 minutes. William Weld est en train de dire on aura une majorité au Sénat contre Trump, parce que ça se passe comme ça, les institutions aux États-Unis. D'abord, la Chambre de représentants autorise et prépare le dossier. Puis, on le communique au Sénat qui vote la destitution ou pas. Et actuellement, il y a une majorité de 52 républicains au Sénat. Alors, ce que dit William Weld, c'est qu'il y a des républicains qui vont passer dans le camp contre Trump. Et il y a un élément dans cela, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de républicains qui sont aussi attachés que beaucoup de démocrates au système, disons, du deep state, si on veut l'appeler comme ça, mais du système financier anglo-américain qui vise à une domination, à continuer cette domination du monde, au moment où il est menacé de s'effondrer. D'où, comme un tigre blessé, il devient particulièrement mauvais. Donc William Weld appelle notamment même à un vote anonyme, si je me... Oui, il appelle à un vote anonyme, on vote en levant la main au Sénat, un vote anonyme au Sénat, en effet. Weld dit, il y a des républicains qui vont déserter et ils font un vote secret, un vote pas à main levée, comme on le fait d'habitude, mais secret, et je suis certain que les républicains déserteront à cause de Trump. Alors c'est vrai, Trump, aujourd'hui, est quelqu'un qui est au-delà de l'étiquette républicaine et démocrate. Il est au-delà. Mais là, il ne se trouvera pas, je pense, ni des républicains ni des démocrates en nombre suffisant pour le destituer. C'est pas possible. Alors on cherche à le salir dans le contexte de la campagne présidentielle à venir. Oui, c'est ça. Pour toi, c'est une nouvelle voie sans issue, l'offensive des démocrates aujourd'hui. C'est une voie sans issue, peu de chance et à mon avis, elle discréditera les démocrates eux-mêmes. Tout cela ne peut conduire à quelque chose que dans le contexte de la crise financière. Bah, on voulait revenir un peu là-dessus, parce que tu as dit que la tentative de destitution de Trump, on pouvait la comprendre qu'à l'aplomb des 3 grandes crises que tu as mentionnées au début, dont la crise financière. Aujourd'hui, tu as parlé vite fait de la Fed, les injections monétaires, et aujourd'hui, peut-être que c'est vrai, Trump, sur ces questions de l'économie, il cite souvent les chiffres du chômage en baisse, on a vu la blague qu'il a fait sur Macron, en disant que le chômage était moins élevé aux États-Unis, peut-être parce qu'ils avaient un meilleur président. Bon, ça c'est l'humour, mais est-ce que c'est la réalité économique des États-Unis? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a une reprise Il y a une très forte hausse de Wall Street, de la bourse, Oui, ça oui. parce que toutes les liquidités qu'on émet vont à la bourse et à la spéculation, parce que l'économie physique, l'économie réelle, elle, ne se développe pas réellement. Ouais. Donc Trump repose sur du sable mouvant. Et en plus, il dit, j'ai fait la hausse de Wall Street, c'est grâce à moi que les Américains qui sont en bourse sont un peu enrichis. En fait, il y a moins d'Américains qui spéculent ou qui jouent en bourse qu'il y en avait auparavant. Donc Trump dit, c'est ça ma grande réussite. Il risque de se faire tirer le tapis sous les pieds. Et c'est là le danger, c'est pas la destitution, c'est une crise financière montée contre lui. Et c'est ça, on pourrait lui reprocher d'être responsable, même si en réalité il le serait pas, mais c'est son talon d'Achille de ne pas véritablement l'aborder maintenant. Il y a 2 possibilités, une c'est celle-là, et c'est grave, parce que Trump, sur ça, ne comprend pas vraiment comment fonctionne l'économie physique et une économie humaine. Il ne comprend pas, il comprend les souffrances des êtres humains. C'est un businessman. On peut le dire, c'est un businessman, de ce point de vue-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il lui arrive ce qui est arrivé à Kennedy au Texas. Ça peut toujours arriver. Donc on est dans une situation extrêmement volatile, et Trump a un entourage très limité autour de lui qui le soutient.
C'est pour ça qu'on voit toujours Ivanka auprès de lui. Probablement, il a confiance en Ivanka. C'est mais, proche, ouais. ou Sa en famille. Jared Kushner, hein, sa famille. Ouais. Mais il a très peu de gens qui comprennent l'intention de sa politique. D'ailleurs, on dit, il dit n'importe quoi, il est tout le monde en contradiction. Non, si on regarde profondément sa politique, il y a un attachement qui est celui de parvenir à une stabilité et à une politique de détente dans le monde. Ça, c'est clair. Surtout qu'il a été élu, rappelons-nous quand même, il a été élu sur la fin des guerres, donc ça, il est en train de le faire, mais il avait aussi promis Oui. le Glass-Steagall Act, comme on défend ici avec Solidarité et Progrès, la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Il avait fait un argument. Ça, c'est le défi. Est-ce qu'il le fera ou pas? C'est ça, la Et à un question. certain moment, il devra le faire s'il veut survivre. Donc, c'est là que notre mouvement aux États-Unis soutient les 4 principes de Lyndon LaRouche, qui sont ce qui devrait être la base de la politique américaine et qui ne sont pas la politique de Trump, bien qu'il ouvre une possibilité de cela. Ces 4 principes, c'est en effet la séparation bancaire, pour éviter les spéculations financières et ne plus soutenir les banques qui spéculent. C'est une banque nationale, c'est un crédit public, refinançant les infrastructures et ce qui permet à la société d'avoir un développement à l'avenir. Et une vision à long terme. Et enfin, S'il veut, c'est s'il veut reprendre le contrôle de la Fed, il va se mettre encore plus de gens à dos. Ah parce oui, que c'est oui, le sujet c'est pour tabou ça qu'il va là-bas. faire affaire au peuple américain. Ouais. C'est un cas d'appel direct à un peuple américain. On a connu ça avec De Gaulle en France. C'est le même type de situation, sauf que De Gaulle avait plus de soutien que Trump n'en a. Et le 4e principe, c'est... Et que ce que ferait Trump aurait des conséquences bien plus grandes que ce qu'a fait De Gaulle, c'est les États-Unis. Hein. Ouais. Et enfin, c'est d'investir dans les technologies de pointe. Et là, il y a tout le domaine du spatial qu'il est en train de... Insuffisamment, de façon insuffisante, mais il est en train d'ouvrir les portes pour la Artemis, la nouvelle génération de l'espace. Avec Bidenstein qui dirige la NASA, qui est quelqu'un, Bernstein, pardon, qui dirige la NASA, qui est quelqu'un qui est très favorable à ce programme et que Trump a fait nommer. Oui, le Donc, questionnement, il y c'est a le tout un financement. changement en profondeur qui est possible, mais il faut changer la politique financière et économique. Et c'est là qu'est le sujet principal dans le monde qui vient. On voit bien sur quoi ça repose. WeWork, une société, une licorne, sur toutes celles qui ont plus d'un milliard, qui était dans la location de bureaux avec un système numérique. On l'évaluait à 47 milliards. Et tout d'un Elle coup, vaut rien. plus rien. Zéro. Son dirigeant voyageait dans les avions en fumant le hashish pendant tout le vol, c'est connu. Une énorme Et bulle. le pilote voulait même plus quand il revenait aux États-Unis, il voulait même plus. Ils avaient peur d'être condamnés parce qu'il y avait plein de hashish dans l'avion. Donc ça, c'est ça. Et SoftBank a dû, au lieu de bénéficier de cette mise sur le marché de WeWork, il a dû verser 9 milliards et demi. Pour sauver, parce que sauver pas, l'entreprise. 9 milliards partis en fumée. Quoi. en fumée, complètement. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça la situation actuelle. Et ça, c'est Un qu'un argent cas- qui part en fumée, qui ne va pas à l'économie, Ça, qui ne va pas au travail C'est le humain. reflet d'un cas général. Donc, Oui. Ce que tu disais, notamment, s'il veut survivre, il faut qu'il fasse ça. Mais j'ai envie de dire, c'est pas que le cas de Trump, c'est le cas de la plupart des pouvoirs politiques aujourd'hui dans le monde, vu ce qui se passe au niveau des manifestations et des mobilisations populaires à cause de la crise, Rébellion. des rébellions. C'est dans l'insurrection plusieurs des pays. peuples du monde. Insurrection. Et ça, il Comme je faut. Et ça, justement, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Parce que Alors, c'est international. On a vu en Argentine, Voilà. les gens célébrant la élections. victoire de Fernandez contre Macri, qui était l'exemple même de l'ultralibéralisme. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que Piñera et Macri sont des démagogues épouvantables. L'un, c'est basé sur un club de football au Chili qui s'appelle Colo Colo, et l'autre, Boca Juniors, en Argentine. Donc, c'est la manipulation du peuple. Hein. Là, on a Fernandez et Cristina Kirchner qui reviennent, qui veulent une autre politique. Les gens manifestent, disent « Enfin, on a quelque chose qui va probablement nous servir. » Et ils portent des drapeaux chiliens. Il y a des drapeaux chiliens en Argentine. Les Chiliens argentins ne s'aiment pas tellement, habituellement. Donc, ils portent des drapeaux chiliens. Pourquoi? Parce qu'au Chili aussi, il y a cette insurrection contre Piñera. Et Piñera, c'est le représentant du système Pinochet. Son frère était ministre de l'économie, lui-même a fait des spéculations, il a même dû se cacher pendant plusieurs jours. Piñera est c'est vrai, celui qui est le président actuel du Chili, est quelqu'un qui est, dit-on, plus que douteux. Donc il y a une insurrection des peuples de partout dans le monde, pas seulement en Argentine et au Chili, mais c'est en Guinée, c'est en Irak, c'est en Algérie, au Liban, c'est partout dans le monde. Et on le dit très bien, un Chilien le dit très bien, je veux lire ce qu'il dit parce que ça me paraît une très bonne analyse, surtout en rapport avec ce qui se passe avec les gilets jaunes en France et avec les agriculteurs. Voilà ce que dit Claudio Fuentes, qui est un professeur d'université. Les gens ont la dure sensation d'être les dindons de la farce. Ils échappent désormais à tout parti, syndicat ou organisation. Ils n'écoutent personne. Comme les gilets jaunes chez vous, ils sont hyper connectés et appellent à des rassemblements sans tenir compte des appels à la négociation. Donc c'est
tous ces moyens de manipulation, l'intelligence artificielle, Facebook, Google App, etc., qui ont été retournés contre le système en place. Ça, c'est très important à comprendre. D'ailleurs, au Liban, c'est à cause de l'attaque sur WhatsApp, qui est très utilisée, oui. la messagerie. Au Chili, c'est le prix du ticket Ouais. métro. Donc, ce sont que les gouttes d'eau qui font déborder le vase. C'est des petites D'un mécontentement étincelles. extrêmement profond, ou C'est l'étincelle. qui va faire exploser le tonneau de poudre. On voit en France certains gilets jaunes qui commencent sérieusement à y réfléchir, et je pense qu'aux États-Unis, nos amis aussi, vont sérieusement y réfléchir, toute une partie de l'électorat américain attaché au développement, à la classe ouvrière, à la science. Yeah. C'est intéressant, il faudrait qu'on remette dans la description, je pense, le tract qu'on avait distribué avec Solidarité Progrès à 1 million d'exemplaires dans toute la France, tu te rappelles? La colère. À la colère qui vient, en 2009, qui parlait déjà de ce ferment de grève de masse. Il faudrait qu'on le republie pour les gens qui nous regardent et refaire circuler un peu. Elle est venue, mais Elle est venue, il faut que, Il faut qu'elle soit aux alimentée. États-Unis comme Ouais. en France, qu'elle soit alimentée par des idées. Des comités de correspondance sont formés par nos amis américains. C'est comme à la veille de la révolution américaine, de l'indépendance américaine. Ces comités de correspondance ont pensé ce qu'on va faire à l'avenir, on en parlait. Nous fondons en France des sociétés d'amis, qui doivent être l'équivalent, et ces sociétés d'amis, c'est la veille de la Révolution française, là on réfléchissait ce que devait devenir la Révolution. Elle n'est pas devenue quelque chose qui correspondait à cette réflexion. Aujourd'hui, c'est le moment de remettre les choses sur la table. Donc tu lances un appel à tous ceux qui nous écoutent, partout où qu'ils soient. Constituer des sociétés d'amis. Constituer des sociétés d'amis, de nous contacter, de dire voilà, de se réunir, d'étudier ce qu'on publie, de discuter de ces choses-là. Et d'amener aussi leur conception, leurs idées, ce dont ils Parce ont que souffert, ce qui s'est passé pour eux. Après tout ce que tu viens de dire, tous les paradoxes que tu as soulevés, on a parfois l'impression ici d'être dans la vallée des paumés en fait. On comprend rien avec les médias qu'on a. On comprend aussi bien que ce qui est écrit dans la presse américaine. Voilà, c'est ça. Ouais. Et pour terminer, je crois qu'il nous reste peut-être 1 minute. On voulait mentionner le fait que c'est le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Ce sera le 6 novembre. Comme tu disais à l'époque, il y a eu une occasion qui a été manquée puisqu'on avait voulu faire de la Pologne un exemple de coopération entre l'Europe et l'Est. Ça a échoué. On est un petit peu dans ce même type de moment aujourd'hui. Et la Syrie doit être la nouvelle Pologne. Voilà, c'est-à-dire c'est la ça. Syrie doit être l'exemple de cette coopération entre différents pays du monde pour rétablir au Proche et Moyen-Orient un sens de l'identité et de la souveraineté nationale. Parce que Alors, aujourd'hui, le mur qui va tomber, c'est le mur de la finance. C'est inévitable. c'est le mur de la C'est finance. ça, ouais. Et c'est dans ce contexte qu'on pourra résoudre toute une question de droits de l'homme, toute une question réelle. Bien sûr. Mais ça pourra être résolu que dans ce contexte-là. On ne peut pas prétendre en faire une question en soi. Sans ça, ça devient l'excuse pour la responsabilité de protéger, dans laquelle on tue Saddam Hussein, on tue Kadhafi, on intervient dans la politique d'État étranger et on ne pratique plus le système, le régime d'autodétermination des peuples et de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Donc il faut ramener cela dans un contexte qui unit, c'est-à-dire ce que nous appelons un nouveau Bretton Woods, c'est-à-dire une politique internationale qui met les grands projets en tête et qui crée du travail humain, la qualification du travail et le développement. On ne peut pas agir autrement. Autrement, il n'y a pas de voie pour le futur. C'est là Que où le chaos. on peut donner crédit à Trump, au moins sur ce sujet-là, de mettre fin justement à cette politique d'ingérence, de guerre permanente, de Oui, c'est ça, diviser c'est pour ce que je uriner. Au voulais- moins sur ça, on peut être Ce qu'on clair voulait dire par rapport à tout ce que tu as Non, développé. ce qu'on veut dire Voilà. dans cette émission, Exactement, c'est on peut très dire qu'il important. lui manque la politique de développement mutuel, d'entente, de détente, de coopération, les bases sérieuses, les piliers pour lesquels nous nous battons. Voilà. Merci à tous, merci à Sébastien, Merci. Jacques. Je crois que ça va susciter pas mal de polémiques dans ce pays, donc de discuter de cette destitution de Trump. Donc merci à tous de partager cette vidéo. On a passé maintenant le cap des 20 000 abonnés sur la chaîne YouTube, donc il faut arriver très vite à 30 000, à 40 000. Donc partagez cette vidéo, faites découvrir ces paradoxes à la population. Et évidemment, revenez nous voir la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Donc merci à tous, merci à Jacques, merci à Sébastien. Parce que Merci. ailleurs, si vous ne Vas-y. trouverez pas ce qu'on a dit aujourd'hui, Nulle part. donc là, vous pouvez former votre jugement, d'accord ou pas d'accord, vous pouvez former votre jugement et après agir parce qu'il y a urgence à agir. Voilà, merci Jacques. Merci Jacques. À bientôt.